Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la série des rétrospectives sur le set de Trial by Frost. Aujourd'hui, au programme, la faction Ordis, une faction qui va faire beaucoup couler d'encre avec Sigismar qui terrorise en ce moment le ladder sur cette fin de set 2. Donc l'idée, comme d'habitude, c'est de voir quelles sont les cartes du set 2 qui se sont bien intégrées dans les decklists compétitives et également celles qui ont fait naître potentiellement certains archétypes. Allez, on démarre tout de suite. Allez, premier héros dont on va parler, c'est la brute du ladder Sigismar. Et bah, tout de suite, ce qu'on va pouvoir voir dans ce graphique, hein, c'est que malheureusement, le set 2 n'a pas été d'une grande aide pour Sigismar, sincèrement. On voit ici qu'on a, on a 5 cartes qui sont présentes du set 2 dans ce top des cartes. Et ce sont pas non plus les cartes les plus jouées, les plus impactantes également. Et donc on va tout de suite parler de la première carte qui est le cri de ralliement. Donc le cri de ralliement, bah, pourquoi il est joué? Déjà, c'est un très bon après-vous qui va pour 1 de mana générer 1 de stats. Donc une carte neutre entre guillemets en termes de statistiques, mais ça a quand même la capacité d'être un bon après-vous, de pouvoir mettre juste la statistique qu'il faut, soit pour bloquer, soit pour passer. Donc voilà, Sigismar étant déjà très fort dans la thématique de l'après-vous sur cette méta, eh bien, c'est une carte qui vient forcément le renforcer sur cet aspect-là, même si, comme je vous disais, c'est pas forcément une carte qui transcende absolument le héros. Juste, il y a certains match-ups qui peuvent être très fortement améliorés avec cette carte-là. Donc on peut penser notamment au match-up contre Afanas, hein, parce que Afanas, à un certain moment de la game, va potentiellement vouloir endormir vos créatures pour pouvoir avancer ou pour pouvoir un petit peu temporiser. Et bien ce cri de ralliement est là notamment pour faire perdre endormi à ce qu'on se ferait potentiellement gérer. Et puis bah toutes les factions qui ont potentiellement envie de faire un petit peu d'interaction avec l'endormi, ça peut jouer. Donc on a par exemple les Muna avec le sommet réparateur, on a Meunier Tudor avec les Lyra et avec les Bravos. Donc voilà, ça peut être une carte qui peut surprendre. Et puis après, il y a d'autres combos qui peuvent être peut-être un petit peu plus originaux, du style marchand de sable, cri de ralliement. Ça permet avec le marchand de sable d'endormir une créature puis de la réveiller en lui donnant un boost. Voilà, ça peut générer beaucoup de stats en un tour. Ça peut beaucoup surprendre l'adversaire aussi. Donc voilà, une carte mine de rien qui pour 1 de mana est très polyvalente, et donc c'est logique de l'avoir en première position sur ces cartes du set 2. Ensuite, on arrive sur des cartes qui sont à nouveau bien moins jouées que la moyenne des decks Sigismar. On le voit, hein, 228 Sigismar en top, enfin en tout cas sur BGA, et la deuxième carte n'arrive que dans 120 decks, et il s'agit de casse-prison rare. Alors casse-prison rare, je vous avoue que moi, c'est une carte qui m'a plutôt traumatisé. Étant joueur d'Afanas, c'est clairement l'une des cartes qui fait que Sigismar est aussi fort contre Afanas. Alors, la commune est potentiellement déjà très bien, et on la voit un petit peu plus bas, hein, c'est la quatrième carte, pardon, la plus jouée du set. Mais la rare est vraiment excellente parce qu'on va perdre moins de CA à la jouer. On va pouvoir la rejouer, enfin, 2 tours d'affilée pour gérer les petits bodies d'Afanas. Et mine de rien, bah, des petits bodies aujourd'hui, c'est un petit peu ce qu'est devenu la méta actuellement. Beaucoup d'après-vous, on n'a pas envie de jouer des créatures avec trop de statistiques. Voilà, cette casse-prison vraiment qui est extrêmement polyvalente. Alors, il y a certaines cartes clés qu'elle ne peut pas gérer. Par exemple, l'Aloe Vera, chez Muna et chez Lyra. Donc, ça crée quand même une certaine faiblesse du deck contre d'autres archétypes. Et puis après, évidemment, bah, c'est une carte que vous ne pourrez pas utiliser pour gérer des créatures un petit peu plus puissantes à 3-4 mana. Et plus, évidemment, on ne pourra pas. Mais voilà, dans l'ensemble, quand même, c'est un excellent ajout pour Sigismar, qui avait pas spécialement besoin de bonne gestion parce qu'il avait déjà l'entraînement à l'esprit d'équipe et le saut adhésif, qui franchement sont déjà 2 très bons sorts de gestion.
Mais voilà, cette casse-prison qui permet encore plus d'appuyer le match-up contre Arthanas notamment, qui est l'un des match-up les plus en vogue actuellement dans la méta. Et enfin, dernière carte clé de ce set 2 pour Sigismar, Jack Frost. Donc Jack Frost, en termes de statistiques, 2-1-2 pour 2, et va épuiser une carte de votre adversaire en effet flèche. Et non seulement les statistiques, franchement, de ce Jack Frost sont plus que correctes, c'est l'équivalent de la Legate, hein, par exemple, mais l'effet flèche sur cet effet d'exhaust qui est vraiment extrêmement fort, ça permet potentiellement de gérer 2 tours d'affilée une carte clé de son adversaire, au hasard des mages danseurs chez les Afanas. Voilà, c'est franchement un très bon ajout. Alors après, ça dépend le plan de jeu des Sigismar, hein. Typiquement, des Sigismar grands projets vont peut-être avoir un petit peu moins envie de jouer Jack Frost parce que il va manquer de slots de rares, hein. Là, on s'est parlé avec la casse-prison et Jack Frost de 2 cartes rares, mais c'est pas simple aujourd'hui d'aller rajouter des cartes rares dans ces Sigismar, hein, parce que si on voit dans les différentes decklists, Baba Yaga est absolument essentiel aujourd'hui dans les Sigismar pour piocher. Puis on a la procuratrice Ordis, même principe, la pioche. La troupière Ordis et la mécanicienne de la fonderie qui sont là pour mettre beaucoup de pression en early. On a le marchand de sable qui est là pour terminer des games et éventuellement nous setup pour des tours où on peut faire 2-0. Et puis après, le grand projet. Donc voilà, on a quand même parlé là que de rares qui sont vraiment extrêmement fortes. Et voilà, trouver de la place pour la casse-prison et Jack Frost, c'est pas non plus évident, mais ce sont quand même des excellentes cartes. Donc, au global, oui, on peut regretter que le set 2 n'ait pas foncièrement changé les decklists Sigismar, mais ça leur a quand même donné une certaine polyvalence. Voilà, on peut partir avec des archétypes beaucoup plus contrôle, avec des Jack Frost, des Legate, et puis un petit peu de gestion, des espionnes, pour vraiment attaquer le CA adverse, éventuellement des Easy Tog, des Anubis, vraiment pour fatiguer à fond son adversaire, ou alors vraiment être sur beaucoup de gestion avec les 3 entraînements, 3 casse-prison, et éventuellement de l'hypothermie si on veut un petit peu annihiler les bodies que nous pose notre adversaire. Voilà, il y a vraiment beaucoup de plans de jeu qui peuvent apparaître à l'avenir, et c'est quand même assez inquiétant parce que on aimerait que Sigismar quitte un petit peu le top de la méta, mais vu le pool de cartes auquel on a accès, c'est quand même assez impressionnant. Voilà, donc je m'arrête là pour Sigismar. On pourrait en parler pendant 1 heure de pourquoi Sigismar a autant de bonnes cartes, mais on va passer tout de suite avec le second héros. Parlons maintenant de Gulrang. Alors Gulrang, bon, comme vous pouvez le voir, hein, c'est une decklist aujourd'hui face à un archétype qui n'a pas fonctionné au set 2. Aucun top 16, très clairement, dans les tournois qu'on a spotés, parce que voilà, potentiellement la méta va encore. En fait, Gulrang est dans une situation où elle peut pas jouer l'early avec les Sigismar et elle peut pas jouer le late avec les Afanas. Donc actuellement, elle est vraiment dans une position qui est assez compliquée pour elle. Mais ça veut pas dire que le set 2 a été complètement neutre pour Gulrang. Il y a eu beaucoup de très bonnes cartes dans ce set 2 et franchement, ça laisse présager beaucoup de bonnes choses pour Gulrang en fonction du support qu'on va avoir sur le set 3 et puis, mine de rien, des decks qui vont être performants au set 3. Parce que si Afanas aujourd'hui est un gros bloquant pour Gulrang pour exceller en late game, s'il n'y avait que Sigismar, par exemple, ce serait peut-être plus simple parce que si Gulrang arrive à matcher un petit peu avec Sigismar en early, derrière le late, elle l'a complètement contre Sigismar. Je mets de côté les grands projets potentiellement qui peuvent être un problème, mais sinon, il y a vraiment du potentiel. Donc, pour Gulrang, les quelques cartes qu'on a eues, je vais déjà citer la première carte, il s'agit de l'armurerie mobile en rare. Alors, déjà là, je vais vous parler donc de la rare parce que c'est celle qui a été dans toutes les decklists qui ont performé, mais
faut savoir que la commune est également une excellente carte pour moi. Alors la particularité de cette carte rare, c'est de pouvoir faire en sorte que les personnages défenseurs avancent, enfin permettent d'avancer quand même dans les expéditions. Donc il y a deux façons de jouer Gulrang, et mine de rien, c'est grâce au set 2 on a un peu cette dualité de gameplay sur Gulrang. Soit on décide d'être très agressif et de jouer des bons bodies style Baba Yaga et des personnages défenseurs auxquels on va appliquer cet effet que les personnages défenseurs n'empêchent pas mon expédition d'avancer. Soit on va vraiment être en mode ok, on veut pas que nos défenseurs nous fassent avancer, on veut prendre du retard, et dans ces cas-là il y a plein de très bonnes cartes également qui vont s'activer si on est en retard sur les deux expéditions. J'en parlerai un petit peu après, mais voilà, déjà c'est le set 2 qui a permis ce genre de synergie, et donc l'armurerie mobile, bah, qui est une 1-1 qui permet de générer une 2-2-2 dans Gulrang, donc c'est forcément excellent, un bon après vous et surstaté. Et en plus, cette armurerie mobile, pour le coup, va nous permettre d'avancer automatiquement à elle seule. Donc ça, c'est très cool. Et ensuite, je vais parler d'une deuxième carte qui est liée à l'armurerie mobile. Alors là, je vais oublier un petit peu le classement parce que de toute façon, vous voyez bien que les decklists, il y a vraiment trop peu de decklists et il n'y en a aucune qui perd, donc on est vraiment un peu sur un champ très ouvert avec Gulrang. Mais la deuxième carte qui va très bien avec cette armurerie mobile, il s'agit de Sunisa. Donc Sunisa, sa condition, en tout cas, bon, c'est une 3-3-3 pour 3, mais qui va vous permettre de faire pop un soldat, donc 2-2-2 avec Gulrang dans l'expédition ciblée, donc c'est quand même 5-5-5 de stats sur 2 body pour 3 mana. Et juste sa condition, bon, elle a défenseur, mais elle peut perdre défenseur si les personnages, si l'expédition où elle est en retard. Donc c'est quand même très efficace, et couplé avec l'armurerie, c'est un excellent combo qui peut vous permettre d'avoir une optique beaucoup plus agressive que Gulrang ne le laisserait paraître avec son pouvoir. Et on n'est pas forcément obligé d'aller chercher les 8 mana pour jouer des expéditions dès le début. Mais cet archétype vous empêche de bénéficier de très bonnes cartes également présentes dans ce set 2 chez Gulrang. Et donc je vais parler cette fois de la deuxième carte qui est dans ce classement. Il s'agit de la Superviseuse Ordis. Donc là effectivement, si on part sur un plan où on essaye d'avancer avec les défenseurs, cette carte ne va pas être efficace parce que on va pas pouvoir générer de jetons puisque potentiellement on va devoir jouer dans une expédition où on n'est pas en retard. Par contre, si on s'assure de jouer cette carte sur une expédition où on est en retard, on va jouer une 3-3-4 pour 2 répartie sur 2 bodies. Donc c'est extrêmement fort. Et pour peu qu'on ait beaucoup de CA, et on va voir après qu'il y a des façons de générer du CA avec Gulrang, on va pouvoir utiliser son effet de défausse pour faire une 2-2-2 gratuitement. Donc vraiment, cette Superviseuse Ordis, qui est très forte, je trouve, dans Gulrang, en tout cas, si on construit le deck correctement pour s'assurer de ne jamais être à égalité ou en avance sur les expéditions par rapport à son adversaire. Donc franchement, une excellente carte, et qui va être parfaitement couplée avec la carte suivante. Il s'agit de renforts. Alors, là dans mon classement, vous voyez des renforts communs, mais pour avoir fait un stream cette semaine où je faisais du Gulrang en ladder, en élite, ce renfort rare, il est exceptionnel. Et étant joueur d'Afanas, donc vous le savez, je trouve déjà la carte exceptionnelle de pouvoir nous faire piocher et générer une 2-2-2 avec Afanas, même si elle est fugace. Mais là, on a ça, mais on va pouvoir la jouer 2 fois. Donc on va pouvoir piocher 2 cartes et générer 2 fois une 2-2-2 avec Gulrang, avec une seule carte. Donc c'est absolument broken. Et par contre, ça nécessite de bien faire attention à ce que les 2 expéditions ne soient jamais en avance. Donc on n'a absolument pas envie de jouer les Sunisa et les armurés rares qui vont nous faire avancer potentiellement. Donc voilà, en tout cas, on a quand même beaucoup de nouveaux outils avec cette Gulrang, hein. Et encore, hein, j'ai pas parlé de toutes les cartes, mais
le geyser qui actuellement ce n'est pas sa méta, mais le geyser qui peut vous permettre de ramp tout en gérant une grosse créature adverse. Donc si jamais dans le 7-3 ça joue des bodies un petit peu plus chers, ce geyser qui va totalement prendre sens pour permettre de gagner un petit peu de tempo tout en rampant. Le Jack Frost qui peut aussi être un slot intéressant, mais voilà, les spots de rares sont quand même assez compliqués à, à garder, hein, parce que soit on veut jouer très agressif et on est déjà obligé de jouer Sunissa, Sunissa l'armure immobile et potentiellement bah, les Baba Yaga c'est quasiment obligatoire. Les espionnes elles peuvent être sympas en rare, la troupière Ordis qui peut aussi mettre un petit peu de pression sur leur league game. Et sinon, bah, on va aller chercher typiquement ce renfort rare et autres cartes très fortes, un peu classiques chez Ordis. Donc voilà, les slots de rares sont toujours aussi compliqués à prendre côté Gulrang. Mais voilà, en tout cas, pour moi, franchement, le 7-2, c'est une réussite pour Gulrang. Et même si pour l'instant, elle n'a pas connu son heure de gloire. Il suffit soit d'une ou deux cartes supplémentaires très fortes avec des effets lorsque l'expédition est en retard, soit un ou deux défenseurs supplémentaires. J'ai pas parlé de la chrysalide, mais la chrysalide qui est aussi une excellente carte avec défenseur sur Gulrang. Et voilà, franchement, de très bonnes choses qui arrivent et c'est notamment grâce à ce très beau 7-2 pour Gulrang qu'on va avoir moyen de s'amuser un petit peu avec le héros sur les mois qui viennent. Allez, dernier héros, et là c'est le sujet qui fâche, parce que c'est certainement le héros qu'on a le moins vu malheureusement dans cette saison 2, et c'est normal, hein, le héros a pris un uppercut, avant même d'entrer dans le set 2, il a pris une énorme gifle, et malheureusement c'est trop difficile aujourd'hui de jouer Warou, alors potentiellement avec des uniques vraiment exceptionnels, c'est possible de faire quelque chose du style des uniques triple pioche. Et encore, le late est vraiment très difficile maintenant qu'on n'a plus le choix d'endormir ou pas nos bureaucrates et qu'on ne génère pas de tokens. Mais, euh, mais mine de rien, Warwick a quand même eu un petit peu de support aussi. Et là, bah, on va le voir rapidement. Mais une des cartes qui est très intéressante, c'est le Veilleur Ordis. Donc le Veilleur Ordis, hein, qui est une belle carte bureaucrate pour 2 mana et qui va être une 3-3-3 pour le tour d'après. Et je parle même pas de sa version rare qui n'est pas présente ici, mais dans sa version rare, gagner ancré à la place, ça peut être une très bonne façon voilà, de tourner autour du fait qu'on veut tout le temps endormir nos bureaucrates. Et bien là, non, on a potentiellement une option pour jouer des bureaucrates quand même et jouer un petit peu le board. Potentiellement, on en aura d'autres dans les sets à venir. Mais voilà, le veilleur qui est une assez bonne carte quand même. Ensuite, j'ai envie de souligner une autre carte très intéressante qui est la superviseuse Ordis rare. Alors, on avait eu, en tout début de set, on avait eu vraiment des grosses bêtises avec cette carte-là, où on avait 2, 3, 4 bureaucrates parfois sur le board dans les derniers tours, et on jouait cette superviseuse et on avait une montagne de stats qui s'abattait sur notre adversaire. Et bah, cette carte est toujours là. Elle attend que Warou soit jouable, mais elle est toujours là. Donc attention au 7-3, attention aux cartes qui vont arriver avec Warou. On le sait, hein, Warou a été nerf parce que des choses arrivent pour Warou. Et cette carte peut potentiellement faire beaucoup de dégâts. Et enfin, peut-être une dernière carte plus spécifique à Warou dont je voulais vous parler. Il s'agit du lac saisi par les glaces. Donc, ce lac, en fait, l'un des problèmes principaux chez Warou, c'est aujourd'hui l'impossibilité pour lui de ne pas endormir ses bureaucrates lorsqu'il les joue sur l'une de ses expéditions. En tout cas, sans potentiellement un cri de ralliement. D'ailleurs, cri de ralliement qui est une excellente carte dans Warou, puisqu'elle peut vous permettre bah, de juste setup, mais au dernier moment, de réveiller vos bureaucrates pour surprendre vos adversaires en fin de partie. Alors, c'est potentiellement plus cher, hein, parce que voilà, ça vous coûte 2 cartes pour réveiller, enfin pour poser et réveiller votre bureaucrate, mais en fin de partie, ce sera potentiellement une carte essentielle si on veut quand même matcher un petit peu avec son adversaire.
Et également, pour finir les parties, le lac saisi par les glaces. Alors c'est toujours pareil, on est dans une méta quand même très rapide avec Sigismar, donc poser des permanents c'est toujours dangereux, parce qu'on prend vite trop de retard, et si on se prend potentiellement 2 fois 2-0, ou 2-0, 2-1, ou qu'il y a un grand projet qui arrive alors qu'on a un petit peu de retard, on revient jamais. On revient jamais, mais dans des méta plus lentes, le lac saisi par les glaces peut être une vraie solution, parce que ça va donner un petit boost d'explosivité, puisque vous allez pouvoir endormir un personnage et créer une 5-5-5. Donc potentiellement vous endormez un personnage à vous pour les tours d'après, ou vous endormez un personnage adverse pour finir la game sur ça. Donc je pense que ce lac pourra être très intéressant pour les decklists Waru à venir. Mais en tout cas, voilà, il y a quand même une assez bonne base, je trouve. On n'a pas parlé de l'hypothermie, mais l'hypothermie est aussi très intéressante pour endormir un personnage à vous, mais aussi un personnage adverse. Et donc continuer à bénéficier potentiellement des effets des bureaucrates tout en ralentissant la progression de votre adversaire. Voilà, il y a beaucoup de choses vraiment sympas à construire avec Waru, mais voilà, aujourd'hui c'est encore un petit peu trop juste, et on attend de voir ce que le 7-3 nous réserve pour pouvoir rejouer Waru. Allez, pour conclure sur la faction Ordis, donc on va forcément retrouver un top qui est plus ou moins le même que celui de Sigismar, donc je vais pas forcément reparler des trois premières cartes, mais on peut voir quand même qu'il y a, allez, il y a 7-8 cartes qui sont présentes dans plus de 40 decks. Donc il y a quand même un petit peu d'espoir, je trouve, avec ce set 2. Et encore, hein, on a pas mal de cartes du set 2 qui ont été jouées, alors que Sigismar n'est pas spécialement un deck qui a beaucoup utilisé les cartes du set 2. Et Waru et Gulrang sont aujourd'hui quasiment pas joués dans les decks du top. Mais je trouve que le set 2 a quand même été assez généreux, notamment avec Gulrang, parce qu'il lui a vraiment permis à Gulrang d'envisager des premiers archétypes assez solides. Et dans l'ensemble, bah moi je suis content de ce set 2. Alors, on peut être déçu que les Sigismar n'aient pas beaucoup changé, mais imaginez l'état déjà actuel de Sigismar avec beaucoup de cartes du set 1, s'il avait eu aussi des très bons renforts sur le set 2, ça aurait potentiellement été dévastateur, et on aurait certainement dû toucher à certaines choses chez Sigismar, parce que si des cartes du set 2 avaient été plus fortes, il serait vraiment dans une situation où il serait bien plus fort que tout le reste de la méta. Donc c'est pas plus mal que ce set 2 soit venu renforcer pas mal d'archétypes, et qu'il ait assez peu changé celui de Sigismar, qui était un archétype qui roulait déjà très bien sur le set 1. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur la faction Ordis. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous êtes d'accord avec les cartes principales que j'ai énoncées pour Sigismar, Gulrang, Waru et la faction Ordis au global, ce qui a potentiellement de l'avenir pour vous, les cartes où vous êtes déçus. Voilà. Comme d'habitude, on échange dans les commentaires à ce sujet-là. Moi, je vous retrouve pour la dernière vidéo dans 2 jours. Et dernière vidéo, je vais parler de la faction Izmir, faction qui me tient particulièrement à cœur. Et je serai particulièrement intransigeant avec la liste qu'on va découvrir sur Afanas. Je serai très critique potentiellement avec cette liste. Mais ça va être super intéressant. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, et je vous dis à très vite. Très bonne journée à tous et à la prochaine. Salut!